Salut, bienvenue dans ce Face à Pierrot du 7 avril 2025. La première question de la semaine, elle est de qui la première question de la semaine? Bah évidemment, elle est de votre héros à tous, Alex Nissa du 06, qui me dit, après le parcours cataclysmique en Europe, l'élimination honteuse à Saint-Brieuc en Coupe de France, rater une qualification en Europa League sur cette saison, serait-il un énorme fiasco pour l'OGC Nice? On sent le supporter meurtri par les mauvaises prestations de son équipe. C'est vrai que la dynamique actuelle de l'OGC Nice est catastrophique, puisqu'ils ont pris 1 point sur les 4 derniers matchs. Alors qu'on se souvient que justement, avant cette série de 4 matchs, dont 3 à domicile en plus, ils avaient l'occasion de passer devant Marseille et de prendre la 2e place du championnat. Donc ils ont totalement... regardez comme il est beau mon t-shirt Jordan. Ils avaient l'occasion de passer devant Marseille et ils ont merdé surtout offensivement, puisque que ce soit contre Lyon, Auxerre ou Nantes, je parle des 3 matchs à domicile, c'est surtout un fiasco offensif. Dans cet esprit, on peut difficilement comprendre que Franquès se soit privé d'Evan Guessant contre Nantes. Mais voilà, c'est une équipe qui déçoit, et puis c'est une équipe dont le propriétaire Ineos semble quand même pas très motivé. Donc je sais pas si c'est un énorme fiasco, mais oui, c'est un énorme fiasco. Alex Nissa du 06, toujours. Question un peu casse-gueule te concernant. On sait l'amateur de tennis que tu es. Quand tu faisais les tournois, est-ce que ça t'est déjà arrivé de tricher ou de carotter 1 point à l'adversaire? On compte pas quand on a mal vu la balle. Ça peut arriver de se tromper. Écoute, j'étais pas tricheur. Mais j'ai le souvenir d'un match, c'était un tournoi sur terre battue, et le juge arbitre qui me connaissait me dit « Ah, tu joues contre... » Je me rappelle, il s'appelait Monsieur Marguerite. Et il me dit « Je vais te mettre un cours en green set, parce que sinon sur terre, ça va durer 3 heures. » Et effectivement, le mec me carottait les points, mais de façon régulière. Et j'ai pété les plombs au tie-break du dernier set, à tel point que j'ai fait venir le juge arbitre sur la chaise d'arbitre, et qu'à partir du moment où le juge arbitre a été sur la chaise d'arbitre, le mec en face a plus fait 1 point. Mais sinon, non, je suis pas tricheur. Je peux pas avoir tous les défauts non plus. Alex Penon. Encore beaucoup de bonnes questions d'Alex cette semaine. Le PSG champion avec 22 points d'avance sur le 2e. Quelle est ton analyse sur cet écart? Si beaucoup s'arrêtent sur le budget et voient ça comme une mauvaise chose, ne faudrait-il pas plutôt souligner la performance remarquable de l'effectif parisien en termes d'exigence et de régularité? Je pense que si on veut vraiment analyser cette situation, il faut prendre du recul et se remettre au début de la saison. Le PSG se retrouve privé de Mbappé qui est parti au Real, ne recrute pas devant, donc on a Ramos et Colomoni qui rivalisent d'incompétence au poste d'avant-centre. Le recrutement, c'est Pacho qui est quand même pas très connu, Joao Neves qui est très jeune et qui a un profil très proche de celui de Vitinha. Il y a Désiré Doué qui est quand même, faut bien le reconnaître, un pari en plus très cher. Donc il y a pas une hype extraordinaire. À la fois il y a une inquiétude avec le départ de Mbappé, et de l'autre côté il y a une hype limitée sur le recrutement. Quelques mois après, et après un tâtonnement très relatif en championnat, puisque le PSG est invaincu. Donc ça veut dire que s'ils sont invaincus, ils étaient invaincus aussi au début de la saison. Mais le tâtonnement, il a surtout été en Ligue des Champions. Et on s'aperçoit que tout s'est emboîté formidablement. Comme je le répète semaine après semaine, je pense que l'explosion de Désiré Doué est extraordinairement important dans le rendement du PSG.
parce qu'il apporte cette touche de créativité et de fantaisie très importante dans cette zone de jeu. Il y a évidemment le replacement d'Ousmane Dembélé en position d'avancante qui est un triomphe exceptionnel et aussi, il faut bien le dire, un peu imprévisible aussi. Et puis le recrutement, il est formidable. Pacho est un des meilleurs défenseurs du championnat. Joao Neves brille au milieu. Donc voilà, tout s'est aligné. Et effectivement, il y a aussi le coaching de Luis Enrique qui est d'une exigence totale et mais qui surtout emmène toute son équipe dans son sillage. Je suis désolé, sur le papier, l'effectif du PSG n'a aucune raison d'avoir 22 points d'avance sur notamment Monaco et Marseille. Je pense que le PSG surperforme et que les autres en face sous-performent. Alors on peut le regretter, mais il faut surtout féliciter le PSG pour cette performance et cette régularité dans les performances. Ludovic Gavard me dit la semaine prochaine, avec un Monaco-Marseille et un Strasbourg-Nice, devrait être un tournant pour certains clubs. Lyon, quant à eux, se déplace à la Baie des Champs où la GA n'a plus rien à jouer. Penses-tu que c'est le match facile pour l'OL? Non, c'est pas un match facile pour l'OL parce que Auxerre a fait match nul à la Baie des Champs contre le PSG, a battu Marseille. C'est donc une équipe qui est pas facile à manier. Elle vient quand même de gagner à Rennes, qui était plutôt sur une bonne trajectoire depuis l'arrivée d'Habib Bey. Non, c'est pas un match facile, d'autant que je peux pas dire que j'ai été ébahi par la prestation lyonnaise contre Lille. J'ai pas été ébahi non plus par la prestation lilloise, ceci dit. Donc c'est pas un match extraordinairement facile. Alors évidemment, Strasbourg-Nice et Monaco-Marseille, c'est des matchs qui sont évidemment beaucoup plus impactants puisqu'ils concernent des équipes qui sont tous les deux dans les 6 premiers. Donc oui, ça va être une journée extrêmement importante, sachant que pour Strasbourg, la journée d'après, il y aura un déplacement à Monaco et qu'après, sur les 4 matchs il restera 3 équipes du bas de tableau et le PSG. Arkman07 me dit, la LFP a créé un nouveau trophée individuel avec le trophée du meilleur dribbleur. Quelle est l'utilité? Est-ce un écran de fumée ou une forme de pansement sur une jambe de bois pour détourner l'attention sur le travail et la situation actuelle du football français? Je pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui ait l'esprit détourné par trophée du meilleur dribbleur. Déjà, moi, tous ces trophées individuels, vous le savez, me saoulent profondément. Et puis surtout, le trophée du meilleur dribbleur, c'est quand même quelque chose d'extrêmement subjectif. Il y a les supporters de Strasbourg qui ont préféré Bakwa, les supporters du PSG qui ont préféré Doué, les supporters de Lyon qui vont préférer Cherki. Ouais, si un trophée peut être sujet à contestation, bon, le meilleur buteur, c'est le meilleur buteur, hein, le meilleur passeur, c'est le meilleur passeur. Bon, ils sont 4 pour l'instant, mais je suis pas d'accord de créer des trophées qui soient ouverts à la contestation, et on le voit hein, avec ce putain de ballon d'or avec lesquels on nous saoule semaine après semaine. Dès le début janvier, on nous fait celui-là, il est favori pour le ballon d'or, alors que le ballon d'or, il est attribué 8 mois plus tard. C'est insupportable. Et puis c'est surtout qu'on s'aperçoit que finalement, Rodri est contesté par les pro-Vinicius, et ça dilue la portée, enfin pour moi, ça dilue la portée de ces trophées, et croyez bien que je dirais la même chose si un jour Mbappé devait finalement finir par remporter un jour un ballon d'or. Je trouverais toujours que c'est un trophée à la con. Alex Penon me dit, il y a un truc qui me gratte. Non, je ne prends pas de coke. Après un effet Bey, Rennes semble replonger dans des performances d'une tristesse folle. Le mercato d'hiver est lui aussi raté. Comment un club qui travaillait si bien peut le faire si mal aujourd'hui avec 2 mercatos totalement ratés? Le mal semble profond et le chantier immense. Il faut reconnaître que, pour employer une expression un peu à la mode, Massara a du sang sur les mains. Alors, il n'est pas le seul, hein, parce que on se souvient encore une fois de l'effectif de Rennes la saison dernière et de cette
cage aux oiseaux qui s'est ouverte pour, en plus des joueurs français, les frères Doué. Quand Guéla-Doué, il y a eu une possibilité que Guéla-Doué signe à Strasbourg, moi j'étais scié. Je me disais, mais c'est pas possible que Rennes laisse partir un jeune joueur à eux, formé au club, qui est aussi fort. Bah si. Bon, après Doué, l'autre, son frère Désiré, est parti à Paris pour beaucoup d'argent, voilà, mais Lefebvre, Terrier, Bourigeaud, enfin c'est une saignée sans précédent. Bon, il y en a plus un qui voulait rester avec le génie du football qui est Julien Stéphan. Voilà, mais le recrutement derrière de Massara, il est terrible parce que tu vas recruter que des joueurs étrangers qui ne connaissent pas le championnat de France, dont la motivation de venir au club était très discutable. Et puis le mercato de cet hiver, tu vas dépenser une fortune sur Seko Fofana qui me semble pas être d'abord être le joueur dont le club avait besoin et puis dont l'état de forme est quand même plus que suspect. Tu vas prendre Altamari. Alors, est-ce que c'est un truc pour rendre service à Nicolin? Je sais pas, mais bon, Altamari il joue jamais. Le japonais qu'ils ont pris au Celtic a pas le niveau. Enfin, c'est terrible, c'est terrible. Et on s'aperçoit que Habib, il a surtout fait monter des jeunes du centre de formation. L'excellent Cissé au milieu et Meïté devant. Mais ça suffit pas pour un club du standing de Rennes, des ambitions de Rennes, ça suffit pas. Et puis depuis que Bey était là, on voit que Rennes battait finalement assez tranquillement les équipes qui étaient inférieures à eux. Et puis là, contre Auxerre, effectivement, ça coince, et ce club ne fera pas l'économie encore une fois d'un gros mercato cet été, et il faudra que ce soit un mercato ciblé et intelligent. Et la possible arrivée de Loïc Désiré, qui a été le recruteur du Racing Club de Strasbourg pendant de longues années et qui a extraordinairement bien performé à ce poste, me paraît être une très bonne nouvelle. Et que voilà, c'est un mec qui en plus travaille en équipe, donc il va se rapprocher d'Habib Bey, ils vont faire le recrutement ensemble, et je pense que c'est vraiment une excellente nouvelle pour Rennes, qui a besoin de tourner la page de cette année catastrophique sur tous les plans. Alex Penon me dit, d'après plusieurs statistiques parues ce week-end, un tiers des sections féminines de la D1 Arkema seraient à vendre suite aux difficultés économiques des clubs. Les difficultés sont également énormes en Ligue 2 et en amateur. Ne court-on pas vers la catastrophe de manière générale? Si, il suffit de regarder de temps en temps. Bon, je cache pas que je regarde pas les matchs féminins, mais de temps en temps, il m'arrive de passer 1 ou 2 minutes. Même les grands clubs, que ce soit l'OL ou le PSG, ils jouent le PSG, il joue carrément au centre d'entraînement, l'OL aussi d'ailleurs. Voilà, il faut aussi appeler un chat, ça n'intéresse personne. Je suis désolé de le dire, ça n'intéresse personne. Je sais pas quelles sont les audiences de Canal, mais ça doit être dramatiquement faible. Ça fait pas de public. Le truc, il est mort-né, et malheureusement, le football français féminin n'a pas su surfer sur la belle génération incarnée par la formidable Louise Annecy en équipe de France, parce que justement cette équipe a été incapable de remporter le moindre trophée. Le retard qu'est en train de prendre le championnat de France par rapport à l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre, il sera dans quelques années rédhibitoire. Et effectivement, je pense que l'avenir du football français féminin est effectivement assez noir.